La suite du débat ce soir sur ce sommet du G7 au Japon et en plateau avec moi, toujours mes invités Marc Semo. Bonsoir, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. À vos côtés, Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI. En face de vous, Maxime Alimi, économiste chez AXA Investment Manager. Et puis Pascal Boniface, bonsoir, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. L'IRIS, on en était où, messieurs, tout à l'heure? Il manque un leader, une instance mondiale qui accepterait de gérer toutes ces questions et qui demeure efficace, s'il fallait résumer. C'est le problème. Pendant longtemps, il y avait eu le monde bipolaire. Ensuite, avec l'Union soviétique, les États-Unis. Ensuite, il y a eu l'hyperpuissance américaine, pour reprendre la formule d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ensuite, maintenant, on est, selon... dans un monde apolaire ou multipolaire, ça dépend comment on veut voir les choses. Et de fait, là, c'est là que ça se complique. Parce qu'effectivement, quelle instance peut, entre l'Assemblée générale des Nations Unies, où il y a les 193 pays, mais, qui n'est pas... Là aussi, on dit beaucoup de déclarations de bonnes intentions non suivies des faits à chaque fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Le Conseil de sécurité, ça fait des années qu'on parle d'une réforme de Conseil de sécurité, parce que de fait, le Conseil de sécurité reflète, les membres permanents, je l'entends, reflète ce qu'était le monde de 1945. Les vainqueurs, globalement, de 1945. Donc, comment on l'ouvre, on l'élargit, enfin voilà, c'est très compliqué. Et donc, il y a ce problème d'une instance qui puisse jouer un peu, être à la fois suffisamment resserrée pour prendre des décisions, suffisamment représentative et pouvoir un peu réguler, coordonner. Et ça, c'est le reflet de la profonde division. C'est qu'on vit dans un monde global et en même temps, il n'y a pas de gouvernance mondiale parce que tout simplement, les intérêts sont trop divergents. Il y a une exception quand même, la conférence de Paris sur le changement climatique où... pour une fois, les 193 pays, même si on peut dire que le texte n'est pas assez ambitieux, qu'il y a des manques, etc., mais pour une fois, 193 pays, alors qu'ils avaient des intérêts divergents et différents, se sont mis d'accord. Mais sinon, effectivement, on sait très bien qu'on est dans un monde où ce qui se passe à l'autre bout de la planète a des répercussions chez nous, et en même temps, on ne se met pas d'accord sur une gouvernance parce qu'il y a simplement des divergences d'intérêts, qu'on a cru naïvement que la fin de la guerre froide allait déboucher sur un monde irénique qui n'est pas de ce monde. Donc il faut, puisque le sujet de l'émission est le G7, le G7 avec un froid réalisme. Effectivement, ce n'est pas un directoire mondial, contrairement à ce que certains espèrent ou ce que d'autres craignent d'ailleurs. Parce qu'il y a les deux côtés. Il y a des gens qui pensent c'est bien, on va dire, ce qu'il faut faire, etc. D'autres, c'est un scandale, ils vont décider pour les autres. C'est ni l'un ni l'autre. Et en même temps, il n'y a pas cette instance parce que le Conseil de sécurité est la plupart du temps en panne du fait des divisions. Pas toujours, on peut trouver des accords. On a pu trouver un accord des sanctions sur la Corée du Nord, un accord sur l'Iran, sur le nucléaire. Donc il ne faut pas dire que ça ne marche jamais. Mais très souvent, ça ne marche pas parce que tout simplement, on a du mal à se mettre d'accord et que même si le monde est global, les intérêts sont encore très largement divergents et que c'est encore les intérêts qui guident le monde. Philippe Moreau-Desfarges... Il y a une autre raison qu'on peut peut-être ajouter, c'est que probablement la structure pertinente n'est pas la même pour l'économie, pour le stratégique. On voit bien que le Conseil de sécurité est assez pertinent pour, je dirais, la gestion des crises géopolitiques, comme des crises africaines, comme des crises asiatiques. Par contre, il n'est absolument pas pertinent pour la gestion économique. Il faudrait bâtir quelque chose. C'est très difficile et on a beaucoup de mal. Prenez un exemple. On a créé les BRICS. Alors c'est autre chose. Ils ont voulu créer une sorte de G7 non occidental. Bon, et on voit bien que ce BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est absolument pas pertinent parce que il y a d'un côté un colosse du Sud, le Brésil, il y a un autre colosse du Sud qui est l'Inde. Est-ce que la Russie est vraiment un pays émergent? Pourquoi la Russie dans ce cas-là? Quant à l'Afrique du Sud, elle est en train de s'effondrer. Donc tout ça est très, très difficile à bâtir. Ce qui est assez curieux, c'est que ce sommet des BRICS, au départ, les BRICS, c'est une invention de Goldman Sachs qui dit, en 2001, les marchés n'ont plus confiance, il faut créer un facteur d'optimisme. On va repérer 4 pays importants avec une forte population et des fortes perspectives de croissance. Donc, ils mettent des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde. Certains sont nucléaires, d'autres ne le sont pas. Maxime Alimi, pour arriver à une formation la plus pertinente, il faudrait quoi au juste Non, je pense qu'effectivement, il faut probablement dimensionner en fonction des sujets. Le sujet des briques, effectivement, n'est pas très pertinent. C'était un concept commercial au départ. C'était pour créer des produits qui étaient appétissants pour des investisseurs, pour des clients. Je ne pense pas du tout que quand on a créé ce concept, on s'attendait à ce que ça ait des débouchés qui ont été Mais ça fait un sommet politiques. maintenant. Ça fait un sommet anti-dollar, donc ce qui était complètement artificiel.
c'est un sommet effectivement anti-occidental. C'est un sommet ou alternatif, alter-occidental plutôt que anti-occidental. C'est un sommet alter-occidental où ce qui était une invention d'un banquier qui voulait rassurer les marchés est devenu. Les gens se sont dit, bah tiens, finalement, ça marche. L'Afrique du Sud y a rejoint. Et donc, on conteste le rôle du dollar. On n'engueule pas la Russie si elle annexe la Crimée parce que, voilà, on n'a pas la même perception que les Occidentaux. Mais en même temps, les BRICS ne peuvent pas non plus décider sur les questions économiques, ni non plus sur les questions stratégiques. Et justement, ce n'est pas une erreur de dissocier ces questions économiques, parce qu'elles dirigent quand même le monde, toutes ces problématiques aujourd'hui. Oui, je pense que quand même, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le G7 arrive à prendre des décisions quand les circonstances sont exceptionnelles. Et donc ça, ponctuellement, ça se produit. Typiquement, crise financière 2008-2009, on arrive à voir quand même de la coordination relativement efficace, relativement rapide. Le G20 plutôt. Le G20, le G7 a aussi les deux instances. Se sont répondues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où l'économie mondiale va pas très bien, mais elle va pas non plus très mal, où c'est clair, les intérêts sont très divergents. Avec des agendas assez locaux, typiquement pourquoi les Allemands n'ont pas très envie que les Japonais relégitiment la politique budgétaire, parce que précisément ils n'ont pas envie de donner des mauvaises idées à leurs partenaires européens. Alors que ça ne va pas très bien non plus. Avec une grande attention ce qui va se passer au Japon. Absolument, voilà, chacun se regarde un peu en chien de faïence. Je suis pas sûr qu'à la fin tout le monde ait intérêt à faire la même chose, mais en tout cas c'est effectivement comme ça. Aux États-Unis, on commence à avoir des idées sur pourquoi est-ce qu'on ferait pas des taux négatifs aussi, puisque tout le monde en fait, a priori, ça a l'air sympathique, et puis le dollar pâtit de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc je pense que quand on revient à des circonstances normales, effectivement, les intérêts nationaux reprennent le dessus et on arrive à une instance relativement creuse. Chacun en est dans ses bagages aujourd'hui, on l'aura compris, ces problématiques. Hier, puisqu'on est sur cette question de l'économie, il y a eu cet accord annoncé à Bruxelles pour la Grèce. Ça fait partie des questions qu'il fallait évoquer à ce G7. La dette grecque. Je pense qu'ils n'avaient précisément pas envie de parler de la Grèce. Ils avaient précisément envie de régler le sujet avant. Mais ça fait partie des sujets qui auraient dû être évoqués. Ça fait aussi partie, ça aussi incombe à nos dirigeants je pense que les Américains d'avancer sur cette question. Auraient trouvé vraiment dommage de reparler à nouveau de la Grèce après des années de crise. Où elle avait dominé un certain nombre de sommets du G7. C'est plus un sujet qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui. Non, surtout que l'agenda européen est déjà quand même assez chargé. Si on regarde le mois de juin, on aura évidemment le référendum britannique, on aura les élections espagnoles, on a tout un tas d'événements de politique monétaire très importants du côté de la BCE. Très clairement, les Européens avaient envie au moins de rayer un sujet de leur liste. Et c'était la Grèce. Oui, parce que l'image des Européens n'est pas bonne en ce moment. Et c'est clair que, si vous voulez, l'Europe apparaît comme très impuissante, très égoïste. Donc, mettre la Grèce au G7, ce n'était peut-être pas une très bonne idée pour les Européens. Pourtant, il y a un autre sujet aussi qui fait défaut en termes d'image, si je puis me permettre, c'est celui de la crise migratoire qui était dans les bagages d'Angela Merkel. On va peut-être entendre tout de suite Donald Tusk sur cette question. Nous sommes conscients que c'est à cause de la géographie que la plupart des responsabilités, compte tenu de la crise des réfugiés, en incombent à l'Europe. Cependant, nous aimerions que la communauté internationale montre sa solidarité et reconnaisse que c'est une crise globale. C'est pas une question. Le discours, cette formule ce discours c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est quand même un discours un peu polonais. On voit Donald Tusk qui est très embarrassé parce que son pays ne veut pas entendre parler des migrants. Il dit oui, la géographie quand même c'est une affaire pour les Européens parce que c'est la géographie qui est la morale n'y est pas pour. Et puis il faut mondialiser l'affaire. Il faut que tout le monde se sente responsable de la crise des migrants. Non, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Non, et puis c'est surtout pas le cas de l'Europe, des Européens. Entre eux. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent du Moyen-Orient, de Syrie notamment, vers l'Europe, mais ce n'est pas que ça. Oui, mais la guerre civile en Syrie n'est pas la faute de l'Europe. Et l'implantation de Daesh en Irak n'est pas la faute de l'Europe ou de pas tous les États européens, ceux qui ont supporté la guerre d'Irak en 2003. Donc l'Europe, dans cette affaire, reçoit effectivement des réfugiés. Elle n'est pas responsable en aucun cas de ce qui se passe, de ce qui est la source. La source, on sait très bien pourquoi il y a ce flot de réfugiés. C'est que la source, c'est la guerre civile et la répression de Bachar en Syrie et les métastases de l'intervention militaire anglo-américaine en Irak en 2003. En grande partie. Pascal, j'aimerais être convaincu. Simplement, la géographie, elle pèse lourd. La géographie, pour les effets, pas pour les causes. Pour les effets. Effectivement, les migrants, les réfugiés viennent en Europe parce que c'est
plus près, etc. Là, les effets sont européens, les causes sont mondiales. Et si on doit résoudre les causes de la crise des réfugiés, ce ne sont pas les Européens qui ont les cartes. On sait très bien que tant qu'il y aura cette guerre civile en Syrie, eh bien, les malheureux Syriens risqueront moins à tenter, même au péril de leur vie, comme on l'a vu encore dans vos images. C'est moins risqué pour eux de tenter de traverser la Méditerranée que de rester chez eux. Donc on voit bien là que la source, elle n'est pas européenne, elle est bien globale. Oui, mais elle dépasse le G7. Là, ça serait plutôt une affaire Conseil de sécurité, effectivement. Il ne faut pas se faire d'illusions, les États-Unis se désintéressent de cette affaire du Moyen-Orient, et malgré tout, et le Japon ne va certainement pas s'intéresser. Là aussi, la géographie pèse lourd, hein, et les Européens... Et l'histoire. Et les Européens doivent assumer, il faut qu'ils assument aussi cette crise. Et si vous voulez, même si ce n'est pas très juste, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour en venir au G7, il y a le symbole. Alors, on parlait de la photo, mais il y aura une autre photo à la fin de ce G7, alors en marge du G7, qui est quand même la visite que fera Barack Obama à Hiroshima. La première d'un président américain dans cette ville. Voilà. Et alors, c'est pas très clair si... Il va évidemment dire quelques mots. Pas d'excuses, il a déjà confié. Voilà, il a déjà dit qu'il ne ferait pas d'excuses. Il a dit que ça n'aurait pas de sens. Voilà. Non, mais en même temps, c'est dans la ligne de son plan de désarmement nucléaire général et complet qu'il avait annoncé à Prague en 2009 et qui n'a jamais été même tenté de faire quelque chose. Et on sait aussi qu'il y a eu un prix Nobel de la paix qui était un petit peu par anticipation, qui n'a pas été confirmé. C'est la fin de son mandat. Il cherche à avoir un héritage. Donc il y a la réconciliation avec Cuba, il y a la réconciliation avec l'Iran et le fait de faire quelque chose qui ne soit pas des excuses, mais qui soit quand même une reconnaissance et une perspective d'un monde dénucléarisé, même si elle est ultra lointaine et pas de son vivant et encore moins de son mandat. Voilà, donc c'est aussi Barack Obama entame sa tournée d'adieu et essaye de laisser un héritage. La visite à Hiroshima. Maxime Alimi, je vous vois dire oui. S'il le fait en fin de mandat, hein, parce que malgré tout, cette visite, je ne suis pas sûr que les Américains soient très contents. Quand on voit la manière dont... Pour les Américains, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, pour la majorité des Américains, sont parfaitement justifiés. C'est ça le problème. Et il y a un certain nombre d'années, on voulait faire notamment un musée à Washington sur Hiroshima pour montrer... et le musée n'a pas pu être réalisé parce qu'il y a eu des protestations terribles en disant oui, vous voulez nous mettre en accusation sur un acte que nous devions faire pour mettre fin à la guerre. C'est ça qui est très difficile. C'est pour ça que lui a dit qu'il ne ferait pas d'excuses. Voilà, exactement. Mais en même temps, ça va être un des symboles. Et le rôle des G7, c'est aussi ces symboles. C'est vrai. C'est quand même un acte assez courageux de la part de Barack. Maxime Alimi, on ne vous a pas entendu? Non, je suis assez d'accord. Je pensais, on a parfois l'impression avec Barack Obama sur la dernière année qu'il s'était fait un peu une to-do list des choses à faire avant de ne plus être président des États-Unis, et que donc là, on a l'impression que le voyage au Kenya, ça y est, Cuba, ça y est, et donc là, il restait ça. Et voilà, et donc il y en aura peut-être un ou deux encore d'ici la fin de l'année. Il reste le Moyen-Orient. Voilà, c'est israélo-palestinien. Il est jusqu'à novembre. C'est pas sûr, effectivement. Sur cette visite à Hiroshima qui aura lieu demain, on commentera l'image demain. Vous disiez tout à l'heure, pas sûr que les Américains soient très contents. Sur place, on l'attend de pied ferme. Alors, le temps a quand même passé. Hein. On est quand même 70 ans après Hiroshima. Mais c'est clair que, n'oubliez pas, les Américains voulaient finir la guerre. Il y avait la conviction chez les Américains que le débarquement au Japon serait extrêmement difficile. Il y avait même une évaluation d'1 million de morts. Et je pense que Truman a considéré que les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki devaient être faits malgré tout. Ils devaient être faits parce qu'il fallait vaincre le Japon. Donc, dans la conscience américaine, c'est quelque chose de très important de ce combat. Et c'est vrai que Barack Obama, en allant même à Hiroshima, a accompli un acte assez courageux. Et je répète, je suis sûr que beaucoup d'Américains, et même certains Américains qui n'aiment pas Barack Obama, parce que Barack Obama est souvent détesté par certains Américains, les Américains vont dire Barack Obama se comporte comme un traître. C'est-à-dire que pour les Japonais, eux se considèrent comme victimes de la Seconde Guerre mondiale du fait d'Hiroshima et de Nagasaki. Leurs voisins asiatiques ne les considèrent pas tout à fait comme victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a des perceptions qui sont tout à fait différentes. Et pour les Américains, aussi, il ne faut pas juger les actes de 1945 avec les yeux de 2016. C'est qu'à l'époque, les bombardements sur Tokyo, sur Dresde, ont fait beaucoup plus de morts qu'Hiroshima. Et donc, mais c'est bien sûr un seul coup, etc. Donc en fait, un changement d'air avec l'atome. À l'époque, c'était accélérer, comme l'a dit Philippe Bourlet-Lafarge, on accélère la fin de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est la seule façon de donner une issue
aux Japonais, sauf qu'on a gardé Hirohito, que ça n'a pas été la même histoire en Allemagne. Les Japonais sont persuadés que jamais les Américains n'auraient employé l'arme nucléaire sur un peuple blanc en Allemagne. Sauf que l'Allemagne s'est rendue le 8 mai et que le premier test nucléaire a été fait le 16 juillet. Donc c'était... bon. Et puis ce qui a énormément pesé à l'époque dans la décision des Américains, c'était effectivement, comme dit Philippe Desfarges, le coût humain évalué de ce que serait la reconquête de l'archipel. Ah oui. Même la conquête des premières îles... Okinawa, qui est japonaise, avait été extrêmement coûteuse en homme. Je ne me souviens plus quel était le bilan à Okinawa, mais c'était un des pires de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'idée de devoir remonter l'archipel comme on avait traversé l'Allemagne en 44-45, terrorisait Truman, a raison. Il ne faut pas oublier que la première bombe Hiroshima est lancée le 6 août et que les Américains s'attendaient à ce que les Japonais capitulent. Pas de capitulation. Deuxième. Et n'oubliez pas que le discours d'Hirohito reconnaissant la capitulation inconditionnelle du Japon est enregistré secrètement au palais. On transporte le disque secrètement dans les bâtiments de la radio parce que les militaires japonais, les camps militaires japonais voulaient continuer la guerre. Ils voulaient continuer la guerre. Ils étaient même prêts à ce qu'une partie de la population se suicide. Donc, vous voyez, on voit bien que les Américains se disaient il faut qu'on frappe un très très grand coup. Ce discours de Barack Obama demain, qui est évidemment hautement attendu, qui nous fait penser à celui qui a été prononcé aussi à Cuba, un président de symbole quand même, le président américain, on le disait. Est-ce que ça va surpasser évidemment ce sommet du G7? On est d'accord, hein? Absolument. Ouais. Il ne restera que ça. Ça va être un discours très difficile. Très difficile. On va voir comment il va s'en tirer. C'est un homme habile, mais ce n'est pas un discours facile. Pour conclure, on va peut-être regarder deux images. Une première, une image qui tourne en dérision, évidemment, les dirigeants de ce G7, les grands de ce monde, hein, comme on les présente. Alors, je ne sais pas si on a la photo, je ne sais pas si on a l'image. Alors, on va la voir. Non, pas de photo. Ah non, alors celle-là, c'en est une autre. Celle-ci, c'est évidemment la traditionnelle photo, celle du planter d'arbres, qui tranche un peu, hein, évidemment, avec les... oui, la photo des super-héros, c'est celle-là qu'on attendait, mais voilà, on l'a. Bon. Les dirigeants de ce monde en super-héros, c'est tourné en dérision et en même temps, c'est un peu le sentiment qu'on a envie de nous donner aujourd'hui. Ils souhaiteraient être des super-héros, mais ils ne le sont pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les super-pouvoirs qu'on leur prête. Exactement. Maxime Allume, pour finir. Non, je pense que c'est assez sain, effectivement, d'avoir trouvé un peu d'autodérision là-dedans. Qu'est-ce qu'il leur faudrait comme baguette magique pour résoudre peut-être cette question économique qu'on évoquait tout à l'heure? Il n'y en a pas. Oh là, il faudrait pas mal de chance, je pense, déjà. Oui. Et puis, une meilleure armure, quand même, un courage qui paraît très difficile à entrevoir, alors qu'on a eu tant d'occasions sur les 5 dernières années de faire beaucoup de choses et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Philippe Desfarges, pour conclure. La baguette magique, c'est le courage. C'est le courage. Et c'est ce qui leur manque aujourd'hui? Ils en manquent clairement de courage? Il y a deux choses qui manquent. Il y a peut-être le manque de courage, et je pense qu'ils sont quelque part un peu... Excuse de m'informer, un peu paumés. Ils ne savent plus très bien quoi faire. Et du coup, ils plantent des arbres. C'est le manque de vision à long terme. Et du coup, ils plantent des arbres. Et du coup, Maximo, ce qui ne gâche rien. Non, mais c'est un geste écolo. Je pense que le public en a marre de ces photos. Ils ont tous la même chemise, ils plantent des arbres, c'est complètement ridicule. Ils continuent à faire ça, c'est de la com pour de la com. Ça ne sert strictement à rien, et même ça les affaiblit. Parce qu'on n'y croit pas. On dit souvent que c'est la qualité de l'image qui compte plus que le discours. Là, pour le coup, c'est contre-productif. Ils plantent un arbre, on voit, franchement, c'est ridicule. C'est pathétique. C'est franchement des yeux de japonais, c'est aussi ridicule que peut-être... Ça a du sens pour les Japonais. C'est symbolique. Bon. Merci messieurs, merci d'avoir été mes invités. C'est la fin de ce débat, vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler, j'imagine, de G7. On accueille tout de suite en plateau Karim Yaoui pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On revient sur cette visite qu'on attend et dont on parle déjà depuis quelques jours, on l'évoquait à l'instant, la visite de Barack Obama à Hiroshima. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, notamment dans les médias américains. On commence avec cet article du Washington Post qui reprend un petit peu ce que disait un de vos invités il y a quelques instants. Hiroshima ne changera rien au passé, mais elle peut peut-être encore changer l'avenir. On évoque ces promesses de Barack Obama en ce qui concerne la prolifération nucléaire. C'est peut-être la dernière occasion de changer les choses. En tout cas, c'est ce qu'explique cet article. Ou sinon, les cendres d'Hiroshima pourraient être accompagnées
accompagné par les cendres des promesses de Barack Obama. On en parle aussi évidemment sur d'autres sites internet. On découvre ici le Japan Times qui souligne que évidemment entre les États-Unis et le Japon, on a énormément progressé sur le chemin de la réconciliation, mais pas du tout sur la lecture de l'histoire et sur la façon dont les événements sont perçus par les deux pays. Cet article donne la parole à quelques survivants d'Hiroshima. Il y en a beaucoup qui expliquent que, évidemment, peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils auraient espéré des excuses, mais rien que la présence de Barack Obama est déjà quelque chose d'inespéré, en tout cas pour certains d'entre eux. Mais il y a aussi ceux qui se souviennent avec douleur. C'est ce qu'explique ce site internet Today Online, qui est un journal de Singapour, avec ses visages de survivants et le témoignage d'une femme qui s'appelle Amiko Okada, qui a aujourd'hui 79 ans. Et c'est elle qui a cette phrase « Je hais toujours la lueur du soleil couchant », un traumatisme à jamais. On en parle donc sur ce site internet. Et puis, on l'a moins évoqué, mais on en parle aussi sur ce site canadien. La visite de Barack Obama est marquée aussi par des manifestations, notamment d'un groupe représentant les victimes coréennes des bombardements. Il faut savoir qu'il y avait entre 40 000 et 70 000 Coréens qui sont morts, parce que depuis 1910, eh bien, la Corée est une province japonaise et que ces Coréens ont été forcés de s'enrôler dans l'armée impériale ou alors de se retrouver dans des situations de travaux forcés. Alors aujourd'hui, un certain nombre de voix s'élèvent pour que Barack Obama ne les oublie pas. En France, maintenant, le chantage, comme certains l'appellent, de la CGT qui suscite de nombreuses réactions sur la toile. Alors c'est vrai que ça suscite pas mal de réactions. C'est un des sujets les plus évoqués sur les réseaux sociaux. La CGT qui a empêché la parution de la presse ce matin. Un certain nombre de titres avaient refusé de diffuser une tribune sous forme de tract du patron de la CGT. Alors il y a tout de même un journal qui est paru. C'est l'Humanité qui avait accepté de publier cette tribune, une tribune qu'on trouve en bonne place sur le site internet et dans le journal, l'Humanité. En tout cas, ça a suscité pas mal de réactions ironiques. J'ai un petit peu de mal à vous le montrer, mais le dessinateur Baudry a imaginé un kiosque de presse où il n'y avait qu'un seul titre, un titre qui s'appelle La Pravda. Évidemment, c'est une référence au journal soviétique. Évidemment, ça a suscité aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, des réactions outrées, que ce soit de personnalités de gauche ou de droite. Beaucoup, voilà, on découvre ce dessin de Baudry. Beaucoup considèrent que c'est une forme de déni de la liberté d'expression. C'est le cas du journaliste Bruno Mazur qui a publié sur son compte Twitter un message assez explicite. Ça a suscité donc énormément de réactions, mais il y a tout de même un homme politique qui sort un petit peu du lot, c'est Jean Lassalle, qui est un ancien élu MoDem, qui lui considère que la CGT a énormément de courage dans son combat. On n'a pas eu ce genre de problème au Monde, Marc Semo? Si, le Monde ne sort pas cet après-midi. N'est pas sorti cet après-midi. Karim, on continue avec les déclarations de l'ancien international français Eric Cantona qui suscitent la polémique toujours. Alors, c'est des déclarations qui ont retenu l'attention de beaucoup d'internautes. Il a donné une interview au journal britannique Le Guardian et il a laissé entendre très clairement que si Benzema et Ben Arfa n'étaient pas présents, c'était sans doute parce qu'ils avaient un entraîneur qui avait un problème avec les Maghrébins. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions hostiles. Un certain nombre d'internautes ont diffusé les images de l'équipe de France telle qu'elle a été concoctée par le sélectionneur. Et évidemment, certains soulignent qu'il y a des gens de toutes couleurs. Il a même rappelé tout récemment le joueur Adil Rami. Voilà cette réaction par exemple d'Eric Bilderman qui évoque les noms présents dans cette équipe de France. En tout cas, cette sortie de Cantona qui a l'habitude des déclarations fracassantes a heurté pas mal d'internautes qui considèrent qu'il vient mettre de l'huile sur le feu sur une situation qui n'a rien d'explosive. Et évidemment, ça tombe bien mal à quelques encablures du début de la compétition.
En Allemagne, c'est une photo qui fait le buzz cette fois. Alors une photo du footballeur Mesut Özil. On continue de parler de foot, en tout cas pas tout à fait de foot, mais autour de ce championnat d'Europe qui arrive. Mesut Özil a publié une photo qui a fait énormément le buzz. Il apparaît ici à la Mecque. Il a été faire son pèlerinage avec sa famille. La presse allemande est fascinée par cette photo, comme Der Tagesspiegel, qui souligne que cette image, on n'en a pas forcément l'habitude, parce qu'en Europe, on sait toujours ce qu'est la foi, mais on a presque l'impression que c'est une vieille relique que cette image. Et puis certains soulignent aussi que c'est une image forte au moment où un certain nombre de préjugés et de contre-vérités circulent sur l'islam. Alors il y a aussi beaucoup de twittos qui considèrent qu'on ne doit pas mélanger le sport et la religion, mais il y a aussi ceux qui considèrent que cette image nous change un petit peu des clichés sur les footballeurs entre grosses voitures et pognon. Merci beaucoup Karim Yaoui, c'était un œil sur les médias. Merci à vous messieurs d'avoir été mes invités de ce soir. Vous restez avec nous. L'info elle revient dans quelques instants sur France 24. Elle revient dans la suite de Paris Direct. À tout de suite.